Salut à tous, c'est Pangda Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Lipasco. Comment vas-tu, Dame Lipasco? Je vais comme toujours de mieux en mieux, merci. Et Li vient de m'enseigner un nouveau mot, donc on fait un Vispod. On ne fait pas un podcast, parce que c'est un podcast vidéo, donc Vispod. Notez, et on vous interrogera dans 15 jours pour savoir si vous avez retenu le mot. De notre côté, on continue sur l'avant-dernière partie du cours avancé de 72 le dimanche. On avait pu voir la dernière fois au niveau des PES et l'explication partagée par José à ce niveau-là. Donc, il parlait d'une notion qui peut être psychique. Le sujet pourrait revivre sa propre vie passée, mais plutôt verrouiller psychologiquement son cerveau ou ses souvenirs d'une autre personne et relater son histoire. La psychométrie, information qui peut être extraite d'un objet inanimé. Les mémoires génétiques, expériences des ancêtres sont transmises génétiquement. Et la dernière hypothèse, c'était la transmigration des âmes, personnalités multiples. Et on s'était arrêté là-dessus. Donc, s'inspirant du concept des trois visages d'Ève, José suggère qu'un même corps pourrait abriter différentes entités intelligentes à différents niveaux de fréquence cérébrale, bêta, alpha, theta. Le corps serait une île où d'autres peuvent débarquer et repartir. Tu te souviens que ça, il en parlait, ou il en a parlé, ou tu en as déjà entendu parler de la part de José, ce principe-là ou pas? Non, justement. Et même dans le cours qui était 10 jours complètes, le Ultimate, je n'ai j'ai encore souvenir qu'il a parlé de multiples personnalités, etc. Je crois que j'aurais pu retenir quand même, parce que ça m'a toujours fasciné l'idée de multiples personnalités. Et à ma connaissance, José ne parlait pas de ça plus tard quand même. D'accord. C'est intéressant parce que, une fois de plus, on vous le rappelle, mais vu que c'est quelques années après le lancement de la méthode, que là, c'est un petit peu, on le voit bien pendant toute la session du cours avancé, il y a énormément de parallèles avec d'autres disciplines, notamment l'hypnose, et puis avec beaucoup de réflexions qui lui étaient propres. On se rend compte qu'il y a des notions comme celle-ci qui peuvent être surprenantes, intéressantes. Là, en l'occurrence, ce que je trouve sympa, c'est cette idée d'entités différentes à des niveaux de fréquence différents. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez sympa. Alors, je vais tenter de voir si on arrive à avoir plus d'infos à ce sujet-là. Mais voir que éventuellement, à chaque fréquence cérébrale, on a potentiellement une facette de personnalité, c'est assez amusant. Se dire, effectivement, tiens, quand je suis en transe, d'une certaine façon, je ne ressens pas les choses de la même façon, je ne les exploite pas de la même façon, je ne les perçois pas de la même façon. Alors que quand je suis en bêta, quand je suis en état classique, il est possible qu'à ce moment-là, j'ai une autre personnalité que celle que j'ai au niveau θ. Ça peut être intéressant. Donc, pour plus de notions de ce qu'il a partagé. Cette idée repose sur une théorie alternative mentionnée dans le texte et appelée parfois concept de transmigration des âmes, qui propose une structure multicouche de la conscience humaine liée aux fréquences cérébrales. Les détails de cette perspective selon ce qu'a proposé José. 1. La hiérarchie des entités par fréquence. Selon cette théorie, donc on est bien sur un principe théorique, et pour tout à chacun, on n'est pas en train de dire que c'est une vérité. Gardez toujours en tête que là, on est vraiment sur de la réflexion, sur aussi voir de quoi José a constitué au fur et à mesure sa connaissance, son apprentissage et le partage qu'il a pu faire au travers de la méthode. Donc, hiérarchie des entités par fréquence. Selon cette théorie, un même corps et un même cerveau pourraient héberger plusieurs entités intelligentes distinctes agissant à différents niveaux. Au niveau bêta, une entité intelligente y réside, mais elle est totalement inconsciente des voisins situés au niveau plus profond. C'est très psychanalytique aussi comme manière de voir, d'accord? Où on pourrait dire dans les premiers topics de Freud,
où il était dans cette recherche de savoir, tiens, ce qui est devenu le ça, moi, sur moi. C'est cette notion pulsionnelle, cette notion du moi global conscient et du surmoi qui seraient les règles subconscientes que j'ai acquises à l'intérieur de moi au fur et à mesure. Euh, Oui, Rappelle-moi, est-ce qu'il mentionne les 3 visages d'Ève ou non? oui, Si, il voilà, est oui. partage, ouais. Parce qu'il dit que c'est un concept qui est initié des 3 visages d'Ève. Voilà, On oui. va revenir dessus, je pense. Oui, parce que c'était sorti, le film aussi bien Ouais, que le livre, c'est sorti à cette époque. ouais, bah, je pense que c'est un gros lien à ça. Niveau alpha, l'entité à ce niveau a conscience de celle du niveau bêta, mais elle ne connaît pas et ne peut pas contrôler celle du niveau θ. Donc, c'est amusant de se dire, pour lui, et c'est ce qu'on disait il y a quelques instants, hein, en bêta, on a une entité contrôlante qui dirige notre vie. En alpha, il y en a une autre, mais qui n'a pas forcément conscience, ou en tout cas qui ne peut pas contrôler θ. Et en θ, bah, il réside une entité plus basse au niveau des fréquences. Et à l'avantage majeur, elle connaît les 2 autres exercent un contrôle sur elle. Ça, c'est amusant. Se dire, pour lui, la notion θ est celle qui peut orienter, diriger et l'idée, le niveau alpha et le niveau bêta. Le corps comme une île. Les sources posent la question de savoir si chaque corps humain ne serait pas une île où d'autres peuvent débarquer et repartir, sans que l'entité d'origine ait besoin de mourir pour laisser sa place. Ce concept suggère que le corps est un réceptacle pouvant accueillir des personnalités changeantes, ce qui expliquerait les cas des personnalités multiples, comme le concept des 3 visages d'Ève, où certains sujets ont manifesté jusqu'à 50 personnalités différentes. Et aussi, il dit, on n'a pas besoin de mourir pour que notre âme prenne la place. Donc, il parle de Hawkins, là, aussi. Exactement. Oui, oui. Et je l'ai déjà entendu parler de Hawkins à un autre moment. C'est intéressant, oui. Ouais, mais c'est amusant parce que ça, c'est des sujets, des notions qu'il abordait plus forcément après. A posteriori, toi, tu l'as entendu un peu parler, mais très peu de ce genre de sujet-là, José. Hein. Très peu, oui, mais je l'ai entendu, oui. D'accord. C'est fou parce que toi qui as fait l'Ultimate, donc qui était en gros le cours qui pouvait durer une semaine, qui avait plein d'informations, etc. Même dans ces cours-là, il n'abordait pas forcément encore l'ensemble de ses croyances, alors que, comme tu m'avais dit, c'était quand même un moment assez expérimental où vous vous amusiez à faire différents modules et différents tests par niveau alpha pour voir ce que vous étiez capable de faire et ce qui pouvait se passer. Et même là-dedans, en gros, il ne se lâchait pas complètement. Il ne donnait pas l'ensemble des connaissances ou en tout cas des croyances qu'il pouvait avoir avant. Ce qui est un peu dommage pour nous, c'est qu'on ne sait pas ce qui a fait qu'il a sélectionné ou pas certaines idées, pourquoi il en a gardé et qu'il en a retiré d'autres. Alors, changement de personnalité après une mort imminente. Ce phénomène de débarquement d'une nouvelle entité est parfois observé après une expérience de mort imminente. Alors, ça, si vous connaissez aussi Maudit, même si bien sûr, hein, aujourd'hui, on va dire les rationalistes vont beaucoup remettre en question tout ça et se posent des questions. Il y a cette notion où beaucoup de personnes peuvent mourir, en tout cas cliniquement sont mortes pendant un laps de temps, et quand elles reviennent, très souvent, elles ont des discours un peu différents, ont une vision de la vie différente, ont une vision de la mort différente, et c'est intéressant, il y en a même qui semblent complètement changer de personnalité. Et là, on revient un petit peu avec cette idée-là d'un phénomène de débarquement d'une nouvelle entité qui peut aussi, du coup, prendre en partie la place, ce qui ne veut pas dire que les autres entités, l'entité première, primitive, est partie. Et si je peux, pendant qu'on est là, je peux te rappeler une séance qu'on a eue avec Ed. Je vais poser cette question parce que José
avait un moment où il a parlé du fait que lui, il a perdu la conscience et quand il est revenu, il a senti que les choses avaient changé. Et il se posait la question. Et Ed a dit, ah oui, en fait, il est tombé chez lui, il a glissé et et c'était la première fois de sa vie, il a perdu la conscience, apparemment. Il n'a jamais eu, justement, évanouissement ou opération sous anesthésie générale. Et apparemment, il a commencé à se poser ces questions dans sa propre vie, dans ses propres circonstances. C'est intéressant. Hein. Cette notion de, c'est un vrai questionnement. Hein. Pendant un coma, où est-ce que part ton conscient, où est-ce que part, comment ton subconscient capte les informations? Est-ce que quand tu es en coma pendant un certain temps, il y en a ils disent qu'ils entendent les personnes qui ont été là, il y en a qui disent qu'ils se souviennent de rien et qu'ils étaient dans d'autres mondes. C'est super, c'est intriguant parce que là, le cerveau, on ne sait pas du tout comment il fonctionne. Et en plus, on n'a pas les mêmes retours en fonction des personnes qui ont été dans le coma. Non. Ça, c'est assez drôle. Ah oui. La conscience humaine, c'est fascinant, n'est-ce pas? La conscience humaine, c'est complètement fou. Donc, les sources décrivent des états, donc le discours de José, hein, des états où, après avoir frôlé la mort, les individus reviennent en pleine santé, mais sont des personnes totalement différentes, avec des idées et des personnalités radicalement transformées. La théorie suggère qu'une nouvelle entité utilise alors les mêmes fichiers mémoire du cerveau, tandis que l'ancienne est partie ailleurs. Oui, alors effectivement, c'est amusant parce que là pensez, hein, là on est dans la partie où José dit « Moi, je ne suis pas sûr que ça existe ou ça n'existe pas, la réincarnation. » Mais on se rend quand même bien compte que la réincarnation, c'est un ensemble d'éléments de croyance qui amènent à se dire « Bon, bah, il y a des causes et conséquences et je dois nettoyer mon karma pour arriver à m'éveiller, donc à ne plus être dans le cycle de réincarnation. » C'est une façon de penser. Et là, on s'aperçoit que la proposition est aussi liée à une autre façon de croire, de penser. Les alternatives sont souvent partagées sur des croyances qu'on peut se faire, des intuitions qu'on peut avoir, etc., etc. Donc là, bien sûr, on n'en sait rien. Et je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu des expériences à ce niveau-là. Je sais que c'est très compliqué. Toutes les expériences qu'ils tentent de faire autour de la mort pour voir si les gens reviennent, s'ils sont vraiment partis, s'ils ont vraiment des infos, s'il y a plein de trucs, c'est assez compliqué. Il y a des dossiers, il y a des tas de dossiers dessus. Il y a plein de questionnements. Et pour l'instant, on n'a pas factuellement des gens qui sont morts vraiment longtemps, qui sont revenus, hormis dans un texte qui s'appelle la Bible. Mais sinon, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un truc qu'on a encore beaucoup de retours, donc on est beaucoup dans la croyance, la superstition et l'attente, la découverte. Une alternative à la réincarnation classique, donc, cette vision offre une explication différente de la réincarnation traditionnelle. Au lieu de mourir et de renaître dans un nouveau corps sur Terre, cette théorie envisage que les entités puissent simplement changer de corps ou de dimension de manière plus fluide. Ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui parlent de différentes dimensions de l'esprit, du corps, etc., etc. Résolution par l'hypnoanalyse face à ce désordre de plusieurs entités dans un même corps. Les sources mentionnent que l'hypnoanalyse peut être utilisée pour négocier avec elles. En gros, pour ceux qui connaissent, c'est une thérapie des parties. Maintenant, l'hypnose sur des personnalités multiples, ça passe. Ça dépend le nombre d'entités qu'il y a. Mais c'est pas quelque chose qui a été... En tout cas, tu me diras, Ali, si toi, tu as lu beaucoup à ce sujet-là, mais moi, je n'ai pas lu beaucoup de personnes qui... Certaines personnes en parlaient sur ce sujet. Dire, on fait un travail de réassociation avec la thérapie des parties dans une transe hypnotique. Tu en as déjà entendu parler de tout ça? En fait, moi, quand j'ai fait thérapie de la partie pour la première fois, il a commencé en insistant que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on appelait auparavant les multiples personnalités. Et ça, c'est vraiment un phénomène exceptionnel, mais par contre,
dans la thérapie. Nous avons tous des parties ou des énergies ou justement des réseaux neuronaux qui sont activés à certains moments et qui ne sont pas évidents à d'autres. Et je trouve ça, c'est une approche très simple parce que sinon, les gens vont avoir peur. Surtout si on a vu des films comme Les Trois Visages d'Ève. C'est une sorte de folie, quoi. Et ça fait vraiment peur. Donc, pour moi, en fait, c'est la thérapie des parties, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et commun pour toute personne. Pendant que l'autre, c'est vraiment un peu bizarre et un peu exceptionnel. Et normalement, c'est dû à des grands traumatismes dans l'enfance. Ouais. Là encore, ils ont beaucoup de mal en en psychiatrie de bien savoir, en psychopathologie, de bien savoir comment ça s'explique, ces différentes personnalités. C'est quelque chose d'assez compliqué à gérer et à comprendre. Comment c'est possible que ça puisse... Ils ont dû changer le nom plusieurs fois parce que multiples personnalités, ça ne se dit pas depuis assez longtemps maintenant. Et aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'on appelle, mais avant entre les deux, c'était dissociative identity disorder, quelque chose comme ça. Oui, mais quand même. Mais le problème, c'est que les DSM font évoluer et en plus donnent des sous-catégories. Parce que le DSM, à la base, je ne sais plus, il y avait 100 pages ou 70 pages. Aujourd'hui, il y en a 5 ou 600. Hein. Il y a plus de pathologies, apparemment. Mais du coup, ils ont vachement défini en détail les pathos. DSM, oui, peut-être que certains ne savent pas ce que c'est. Le DSM, c'est en gros l'encyclopédie des maladies psychiatriques. Et tous les 5-10 ans, ils le renouvellent. Là, on en est au 5. Et ils redéfinissent plus clairement les symptômes que devrait avoir une personne qui est dite pathologique avec telle ou telle problématique. Le problème qu'on a, c'est que si vous, moi, n'importe qui lit le DSM, vous avez l'impression que vous avez une pathologie. De façon générale, pas de souci, hein, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez avoir des traits, par exemple des traits schizoïdes ou des traits antisociaux ou des traits de psychose. Enfin, le mot psychose, ils ne l'utilisent plus, mais psychotiques divers. Mais ce n'est pas parce qu'on a des traits que pour autant on bascule. C'est toujours le truc après. Mais quand on lit ce genre de choses-là, on se dit, ah ouais, je suis ça, je suis ça, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Oui, non, tu as des traits, tu as des tendances, tu as des facilités. Ça ne veut pas dire que tu es rentré dans le côté pathologique, qui est vraiment un problème, psychiquement parlant. Donc, c'est toujours quelque chose de passionnant, complexe. Il y a beaucoup d'accords, de désaccords là-dessus. Il y en a qui sont pro-DSM, d'autres qui sont anti-DSM. C'est un outil comme un autre. À cela, il faut bien voir qu'il y a Big Pharma qui s'est dit money making, hein, on peut se faire un peu d'argent. Donc, à ça, il y a souvent tel pathos peut être soigné avec tel médicament. Et c'est ça qui est parfois un petit peu. Les psychiatres, il ne faut pas croire que les psychiatres veulent juste vous donner des médocs. Hein. Et bien sûr, les psychothérapeutes, etc. Parce qu'il y a des moments où tu dis, si tel pathos était réellement soigné avec ça, ça voudrait dire qu'à 100% du temps, on serait bon. Sauf que, et c'est là où c'est compliqué le DSM et la psychopathologie, c'est que déterminer correctement la psychopathologie d'une personne sur quelqu'un, on va reprendre une encyclopédie de 500 pages, ça veut dire que tu es une chose ou peut-être deux choses et tu as peut-être des milliers de variantes. C'est compliqué. Donc, en fait, donner un médoc pour dire ça va te soigner, si ça aide, tant mieux. Hein. Mais parfois, ça tombe à côté et c'est pour ça que ce n'est pas marquant chez les personnes où elles ont l'impression de ne pas progresser et pas se sentir forcément mieux. C'est très compliqué, hein, la psychopatho. Est-ce que José, lui, parlait jamais de tout ça, de tout ce qui est psychopatho, etc. etc. Il restait toujours à côté de ce principe-là. Ça faisait trop thérapie pour lui, la psychopathologie. Ça faisait trop thérapie pour en parler dans les cours. Mais d'accord. Il était fasciné. C'est ça. Et ça nous permet de vous rappeler, la méthode Silva, elle n'est pas là pour être une thérapie. Hein. Elle est là pour vous permettre de vous sentir mieux dans le quotidien. J'aime bien la notion très NGH de tout ça. Hein. C'est en gros, ça vous permet d'avancer dans votre quotidien avec les bobos et les mots du quotidien. Voilà. Mais globalement, c'est intéressant de bien prendre ça. Personne ne vous vendra que la méthode Silva va vous sauver de quelque chose ou vous guérir de quelque chose. Il faut vous permettre d'avoir des outils pour travailler sur vous. Et
développer plein de choses avec votre imagination, les sensations, etc. Alors, il s'agit d'une théorie parmi d'autres, comme la perception extrasensorielle ou la génétique, pour expliquer certains phénomènes psychiques et qu'elle nécessite des preuves scientifiques. Il précise bien, José, à ce niveau-là, ça reste une interprétation, mais comme on disait, vu que c'était pour lui une alternative de pensée aussi à la réincarnation. Ok. Donc, là, on va passer sur étude de cas et réfutation. Étude de cas et réfutation. Ah, d'accord. Donc, le cas du docteur Banerjee. Un scientifique hindou, le docteur Banerjee, a présenté le cas d'un enfant de 9 ans qui prétendait que ses vrais parents vivaient dans une autre ville, donnant des détails précis qui se sont avérés exacts. D'accord? Donc, je vous rappelle, on part d'un postulat que on peut potentiellement se connecter à, ça a été un des trucs avec Lee qu'on a bien aimé, une espèce de cloud multiple où on peut prendre de la data et les gens peuvent déposer de la data. D'accord? Après, vous appelez ça comme vous voulez. Donc là, en l'occurrence, l'enfant se serait connecté à quelque chose, alors, via une réincarnation ou autre chose, mais il dit, mes véritables parents, ils vivent à côté. L'orateur, donc José, réfute cela comme une preuve de réincarnation, suggérant une théorie alternative. La mère de l'enfant, croyant à la réincarnation, pensait à son fils décédé, qui aurait eu 9 ans, au moment du réveil de l'enfant. Ok. Il pourrait s'agir d'une transmission psychique accidentelle. José affirme qu'il pourrait reproduire ce phénomène de manière contrôlée avec 5 autres enfants. En gros, dit très simplement en mode hypnotique, suggestion. Suggestion verbale et ou paraverbale de la mère vis-à-vis de l'enfant. Donc, cette notion peut être quelque chose qu'il faut prendre en compte. Rappelez-vous qu'on va reprendre des notions de l'école de Palo Alto, mais c'est Václavic qui avait dit « Il est impossible de ne pas communiquer », ce qui est maintenant un des présupposés de la PNL. Du coup, on fait beaucoup de suggestions à nos proches, à nos amis, aux personnes avec qui on est, bien sûr verbales, mais également énormément paraverbales, c'est-à-dire sans une communication directe par le verbe. Et en plus, avec nos habitudes, avec nos croyances, avec plein de choses, on peut interpréter, vivre et ressentir des choses qui n'ont jamais été dites, voire jamais été faites, mais qui, au travers du paraverbal ou du non-dit, peut être ressenti par quelqu'un d'autre et construit, produit dans la tête et dans les perceptions de cette personne-là. C'est de l'hypnose sans parole, c'est de l'hypnose juste indirect. Le mot indirect, là, il serait mal compris, mais en tout cas non verbal. Donc, ça, c'est la réfutation de José à ce niveau-là. Le terme réincarnation, le mot lui-même est jugé obsolète, car il a été forgé quand nous pensions que la planète était plate. Je ne sais pas. Là, c'est José qui disait ça, mais je ne suis pas sûr que à cette période-là, il pensait encore ça. De mémoire, c'est quoi? C'est moins 800 avant Jésus-Christ, Bouddha? Je ne sais plus. Du Bouddha. Alors, Sakyamuni, il est quand? Ouais, c'est ça. Non, pardon. Né C'était assez tard dans le Moyen-Âge qu'on a découvert que le monde était un globe, quoi. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec réincarnation? Je ne vois pas la question. On continue, peut-être il va expliquer un peu plus. Je ne sais pas. Aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'il dit de plus? Il impliquait un retour sur la même planète. Aujourd'hui, on pourrait simplement s'incarner sur une autre planète, ce qui ne serait pas une réincarnation. Ok. Oui, d'accord. En gros, il dit que... ok. Parce qu'ils n'avaient pas... les Indiens et tout ça, ils n'avaient pas conscience de tout ce qui était l'univers, les astres et les autres étoiles. Ah, ok. Oui, d'accord. On ne pensait pas qu'il y avait d'autres planètes. On était le seul endroit où on pourrait se réincarner, quoi.
Ok. Oui. Bon, on laisse ça là. Hein. Principe. Je ne vois pas pourquoi ça empêche de se réincarner dans des planètes différentes, quand même. Moi non plus. Moi non plus. Mais bon, admettons, je pense que c'était. On revient. Hein, José est un chrétien catho du début du 20e. Il est open-minded, mais je pense qu'inconsciemment, il y a quand même des trucs où je dis oui, bon, ouais, oh. Moi, je veux bien monter au paradis et rencontrer Jésus. Par contre, je ne veux pas me réincarner. Alors, foutez-moi la paix avec vos bêtises. Je pense qu'inconsciemment, et c'est là où c'est rigolo, hein, on voit la culture, même sur quelqu'un d'aussi ouvert que José. José n'était absolument pas fermé, justement. S'il parle de réincarnation, c'est qu'il considérait l'idée comme possible. Mais je pense qu'inconsciemment, il devait se dire oui, bah non, ça non. Ça, j'achète pas. En tout cas, en 72, il l'achetait pas. Peut-être plus tard, il l'a acheté. Principe de l'hypnoanalyse, on revient un peu dessus. L'hypnoanalyse est décrite comme une science magnifique réservée aux experts et aux praticiens médicaux agréés. Okay. Méthode de résolution de traumatisme. Le praticien déclenche une régression spontanée vers un événement traumatique. Il intensifie l'émotion du sujet, mais en gros, il met plus d'essence sur le feu pour le renforcer à épuiser cette énergie. Une fois l'énergie dissipée, le sujet est avancé de quelques années dans le temps pour qu'il puisse raconter l'événement avec détachement, comme il le ferait avec une expérience passée. Le processus est répété jusqu'à ce que le traumatisme soit neutralisé. C'est une manière de faire. Je pense qu'aujourd'hui, on le fait un peu différemment. Mais quand on dit aujourd'hui, même moi, quand j'étais à la guilde, je connaissais quelqu'un qui faisait ça pour qu'est-ce qu'on peut désensibiliser les traumatismes, mais on fait revenir jusqu'à ce que l'émotion était épuisée, quoi. ce qu'on appelle une libération émotionnelle. Même assez récent, mais je n'ai pas entendu parler depuis, quand j'étais assez récent, j'ai été avec la guilde depuis 95. Ouais. Donc, oui, donc ça fait 30 ans. Donc, 10 ans après, je n'entendais plus parler. On a parlé d'autres choses. Oui. Non, mais c'est une forme de libération émotionnelle, quoi. C'est complètement valable. Techniquement parlant, il n'y a rien à dire. Hein. C'est très juste, mais c'est effectivement, je pense, plus une hypnose qui est issue des années 50-60, qui d'ailleurs s'est un peu endormie dans les années 90-95, où il y a eu moins d'exploitation de cette notion, puisqu'on a trouvé d'autres façons alternatives de faire. Alors, pensez bien à l'hypnose, ce qui est assez cool comme système, c'est que ça se renouvelle. Ça ne crée pas de nouvelles choses. Hein. Ça reprend des choses du passé, puis ça les met à jour. Voilà. Et en partant de ce postulat-là, il y a des techniques où on se dit, bon, ça ne sert plus à rien. Et puis dans 10 ans, on va se dire, ah, mais en fait, c'était super. Voilà. Puis on va se remettre à fond dedans. Et puis on va zapper. Pendant un moment, on était dans le pendule. Ça avait disparu. Puis il y a quelques années, c'est revenu vachement. Il y a des gars qui disaient, ah, ben moi, je fais des séances au pendule. Bah, OK. C'est comme ça. L'hypnose, c'est vraiment un système où on prend, on met, ça plaît, il y a une mode, ça plaît aux patients, ça plaît aux thérapeutes, tout va bien. Puis d'un coup, il y a autre chose, on laisse tomber et puis on passe sur autre chose. Ça fait partie complètement de notre discipline, ce qui est super cool parce que ça veut dire qu'à chaque fois, on a l'impression de redécouvrir quelque chose. Un truc, non, ça fait 200 ans que ça existe, mais t'inquiète pas, c'est assez drôle. Et en plus, avec une nouvelle manière de voir parce qu'on a évolué, parce qu'on a progressé, parce qu'on est plus performant sur plein de choses, mais aussi sur d'autres, on est moins performant parce qu'on n'utilise plus comme c'était fait il y a 100 ans. Donc, c'est assez chouette. C'est même super chouette. Deuxième chose, et on va finir là-dessus avant la pause, neutralisation des symptômes. Si la cause première est trop complexe, une autre technique consiste à programmer une contre-force à 180 degrés hors de phase. Par exemple, si la dépression déclenche une crise, le praticien programmera un état de bonheur et de gaieté pour neutraliser la dépression avant qu'elle ne puisse provoquer la crise. Ouais, aujourd'hui, ça serait activation d'ancrage avant qu'on sent qu'on décompense sur quelque chose de négatif. C'est pas hyper... C'est fonctionnel, mais pas longtemps. Parce que le problème, c'est que si quelqu'un est vraiment dépressif,
bah, il va trouver une stratégie parce que là, on n'est pas sur du causal et c'est bien comme un patch, mais c'est pas du causal. Ça Mhm. va revenir à la source, à la cause, qui parfois va nous demander beaucoup de temps de travail, mais qui permettra d'éviter la compensation. Par contre, quand la personne ne va pas bien pendant un laps de temps, c'est sûr que ça peut donner un vrai plus et se dire waouh, là, j'ai pas ressenti ce mal-être, ce qui fait qu'on peut reprendre pied un petit peu et se dire je suis capable de sortir de mon pathos et de mon mal-être à ce niveau-là. Mhm. Très bien. Bon, non, on revoit hein, pour une fois de plus à quel point l'hypnose et le côté hypno-analyse étaient quelque chose d'important pour José. On va s'arrêter là pour cette première partie. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. À tout de suite.